Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir aujourd'hui, Étienne, dans notre podcast Le jeu du web. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je vais très bien. Merci de m'accueillir, Isabelle. C'est une joie de m'engager dans cette aventure podcast et de l'impatience de répondre à tes questions. Eh ben écoute, en plus, on va bien s'amuser, tu vas voir, je t'ai prévu des petites surprises. Tu es le Allez, fondateur, en tout cas moi ce que j'ai marqué, c'est que tu es le fondateur de Lab et tu es auteur d'un livre que je vais montrer, que j'ai lu et relu, qui s'appelle Innover en formation grâce à la pédagogie expérientielle. Tu es créateur de jeux pour apprendre à enseigner de manière ludopédagogique. Tu es aussi musicien, guitariste et chanteur à tes absolument. heures perdues ou très régulièrement. Ah, très régulièrement, ouais, c'est une composante importante de ma vie. J'ai aussi une vie d'artiste et je pense que c'est important pour mon métier. Je pense que le métier de formateur, c'est un métier de scène, donc le fait d'avoir une pratique scénique à côté, ça me permet de nourrir les deux espaces. Je suis plus à l'aise sur scène en tant que musicien maintenant que je suis formateur, et je pense que j'ai été plus à l'aise en tant que formateur parce que j'étais préalablement musicien. Et Mm. puis, alors sur le livre, en fait, il y en a trois. Il y a celui que tu as montré, et puis il y en a deux autres qui sont sortis. Un sur justement ce qu'on appelle les serious games, donc les jeux pour apprendre. Et puis un livre sur les postures en formation qui s'appelle Posture ou imposture, savoir à quel moment on prend des décisions judicieuses quand on est sur le grill de la formation avec des situations qui peuvent être parfois un peu compliquées ou exotiques. Ok, génial. Bah, merci d'avoir rajouté ça en précision. Évidemment, on mettra en lien en dessous du podcast ou dans la description les liens, les différents liens vers tes livres. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et des différentes questions qu'on a pu aussi partager et préparer ensemble, Étienne, j'ai presque fait qu'on adore les jeux, comme tu t'en doutes. Et donc, je t'ai préparé un petit jeu. Est-ce que ça te dit? Allez, Pour l'enfant intérieur qui est en toi. oh bah alors Euh, là, je suis alors là, gâté. c'est parti. Donc, tout au long de l'interview, en fait, dès que je vais te dire le mot, d'accord? Donc, je vais dire mot. Je vais te proposer de me donner un mot important pour toi, soit qui est lié à ton parcours, soit tes passions, tes projets, ou de manière complètement aléatoire. Donc, pas de pression, d'accord? Waouh. À la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler ces mots pour inventer une mini-histoire ensemble. Ok. Ok? Est-ce que tu connais le jeu du cadavre exquis? Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Voilà, tout à bah, fait. c'est un peu à partir de cette idée que voilà, je me suis dit, bah tiens, comment on va pouvoir un peu gamifier et rendre la fin de cette interview complètement improvisée et improbable. Eh bien, voilà, on va partir Ça là-dessus. Ça marche pour marche. toi? Alors, je veux bien jouer et j'en profite. Alors, ça me permet de faire un peu de pédagogie. Tu sais que quand on parle, on pense à l'attention, le système attentionnel du cerveau. On dit que on peut pas penser ou être attentif à deux choses à la fois. Alors, il y a ce mythe qui dit que les femmes en seraient capables, mais en fait, Oui, c'est tout à fait faux. un neuromythe. Et donc, je ne serais peut-être pas capable de repérer le mot et donc je compte sur toi pour me faire des Ah petits oui, flashs, des petits trucs pour me dire, oui, oui, Étienne, oui, oui. attention, il y a un truc. Parce que moi, je risque d'être focus sur les réponses à Ouais, tes questions. mais t'inquiète pas, Voilà, je vais faire en sorte, dans mon organisation, c'est écrit en rouge pour moi aussi, pour pouvoir bien le repérer. Et puis après, il faut pas qu'on se mette aussi la pression là-dessus. L'idée, c'est de s'amuser, hein, d'accord? On peut s'amuser en étant sérieux, mais il faut pas non plus trop se prendre la tête par rapport à ça. Alors déjà, la première question, parce que derrière le formateur, derrière le guitariste, le chanteur, voilà, derrière la personne que tu es, il y a un entrepreneur déjà qui a décidé de devenir entrepreneur. Et une des questions que j'adore poser, c'est pourquoi une personne décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, ce grand voyage. alors, moi, je suis devenu entrepreneur presque par nécessité ou par contrainte. J'étais avant dans un organisme de formation, c'était super. Pendant 8 ans, j'ai vécu ma meilleure vie. Je pouvais tester plein de pratiques en lien avec les soft skills. Enfin bref, c'était merveilleux. J'étais le directeur de cet organisme et j'ai été mandaté pour envisager la pérennisation de ce programme qui était au départ subventionné par l'État. Et puis, la pérennisation était prête, mais les partenaires étaient pas très chauds. Et donc, je me suis bagarré pendant des mois pour essayer de leur montrer qu'il fallait y aller, qu'il fallait continuer. Donc, j'ai commencé à sortir des outils d'entrepreneur, mais moi, j'avais envie de rester salarié, j'avais envie de sauver ce programme.
Et puis ça s'est pas fait. Et donc à un moment, je me suis dit, mais si je veux continuer à faire ce métier comme je l'aime, et comme je vais pas pouvoir le continuer dans le cadre actuel, ben en fait, il faut que je crée mon entreprise. Et alors moi qui ai un passé de fonctionnaire, de juriste, qui suis très très attaché à la sécurité, là je me suis vraiment retrouvé en insécurité. Et donc pour moi ça a été une aventure qui était loin d'être une évidence, mais qui a aussi marqué, je pense, un vrai changement, un vrai bouleversement dans ma vie, parce que bah, c'est le jour où j'ai pris la décision bah, de prendre mes décisions en liberté, de tracer mon chemin comme j'avais envie, et je regrette pas une minute le choix que j'ai fait il y a 4 ans. Je vais te dire quelque chose, c'est mots. Si c'est mot, alors c'est chemin. Et pourquoi le jeu et la pédagogie dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers ça plutôt qu'autre chose? Plutôt que la Ouais, comptabilité, par exemple? c'est vrai. Alors, il y a deux notions. Il y a le jeu et la pédagogie. La pédagogie, en fait, je suis un peu tombé dedans par hasard. C'est-à-dire quand j'ai pris la direction de cet organisme, donc il y a maintenant plus de 10 ans, j'étais fonctionnaire et donc j'avais plutôt l'ambition de prendre la direction d'une institution, peu importe laquelle. Et puis en fait, rapidement, je me suis amusé comme un petit fou et donc je me suis dit, mais la pédagogie, ça me plaît trop. J'avais en référentiel mon père qui a toujours été prof. Enfin voilà, donc je pense, j'avais des gènes qui étaient compatibles avec la pédagogie. Mais c'est vraiment voilà, un heureux concours de circonstances. Et alors les jeux, c'est tout autre chose. Les jeux, je suis joueur depuis que je suis tout petit. J'aime énormément. Alors dans jeux de société, moi j'aime société. J'aime le fait que autour d'un jeu, on se rassemble, autour d'un jeu, on passe un bon moment, on apprend à se connaître différemment. Et donc, voilà, à l'écran, il y a plein de jeux, et puis il y en a encore plein d'autres. Voilà, j'en ai, je sais pas, entre 300 et 400, je crois. Et ces jeux-là, pour moi, c'est à chaque fois qu'il y a une soirée et qu'il est possible de jouer, c'est un délice de me dire, tiens, qui va venir, qu'est-ce que je vais choisir, etc. Et ça s'est naturellement déporté dans mon champ professionnel. En fait, maintenant, à chaque fois qu'il y a une formation, je me dis, tiens, à quel moment on pourrait jouer? Ils sont combien? Quel jeu je peux proposer? Est-ce qu'il faut que je propose deux, trois tables de jeu? Et surtout, évidemment, qu'est-ce que les personnes vont pouvoir apprendre? L'expérience du jeu que je vais proposer. Génial. Oui, mais du coup, en fait, il y a une certaine analyse de la personnalité, de l'ambiance, du moment. Donc, ça reste quand même un moment unique que tu proposes finalement. Oui, absolument. Et je suis toujours, alors en pédagogie en tout cas, centré sur l'idée de qu'est-ce que ça peut produire, qu'est-ce qui peut se passer. Plus que, alors évidemment, il y a aussi mon propre plaisir, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir la tentation de proposer un jeu qui m'amuse ou un jeu que j'aimerais voir jouer par d'autres personnes. Mais je suis très vigilant au fait de, voilà, de garder quand même du sens. Et parfois, voilà, à grand regret, il y a des boîtes que je ne sors pas parce que je me dis, oui, ça m'amuse, mais ça n'a aucun intérêt pédagogique. Je vais me faire plaisir, mais tous les autres vont me regarder en mode. Ouais, mais j'ai déjà fait ça. Et je vois l'effet que ça donne, c'est pas génial en général. On parle de pédagogie expérientielle dans ton livre, du coup, innover en formation grâce à la pédagogie expérientielle, justement. Qu'est-ce que c'est ta définition de l'expérience en formation? Oui, ça c'est une question qui est intéressante parce que je me suis beaucoup posé la question de ce que je faisais. Pendant des années, je disais que je faisais de la pédagogie active. Et donc, ça voulait dire que, en gros, il y avait de la pédagogie passive à côté, et ça n'avait pas beaucoup de sens en réalité. Je me disais, alors quand on me disait pédagogie active, j'imaginais des gens qui bougeaient dans tous les sens. Mm. Et voilà, c'est Effectivement. bien, vous êtes en activité, vous êtes en train d'apprendre. Et en fait, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et finalement, j'ai trouvé que le point commun de toutes les pratiques que je proposais, c'était des expériences. C'est-à-dire que dans mon fonctionnement, je propose systématiquement des expériences avant tout apprentissage. Et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Il y a un chercheur qui s'appelle David Kolb, Kolb, qui a théorisé ce truc-là. Et c'est vachement intéressant. En fait, l'idée, c'est de dire, bah, finalement, tous les apprentissages premiers que nous avons faits, la marche, parler et parler une langue, en fait, c'est des apprentissages qu'on a fait par expérimentation, par tâtonnement. C'est-à-dire que personne nous a fait une leçon de marche avant qu'on essaie de poser notre premier pas. Donc on a observé, et puis à un moment on s'est levé, on a tenté notre chance, on est tombé, et puis dans notre cerveau, il y a eu tout plein de systèmes qui se sont activés. Tout ce qui fonctionne dans le mode essai-erreur, c'est-à-dire, ah, bah alors là, le pied était mal placé, donc on va le replacer autrement, on va refaire un essai, puis on a essayé comme ça, une fois, deux fois, 100 fois, et puis à un moment, on a réussi à marcher. Et puis, bizarrement, on arrive à l'école, et quand on arrive à l'école, on fait tout l'inverse. On nous explique le théorème de mathématiques, et on est dit, maintenant, vous le mettez en application. C'est en fait très contre-intuitif par rapport au fonctionnement du cerveau.
Donc, la pédagogie expérientielle, c'est en fait une pédagogie qui est relativement naturelle. C'est l'idée de se dire, on va faire des expériences, et puis ces expériences, bah, on va en apprendre forcément quelque chose, parce qu'il va se passer quelque chose. Et sur la base de cette première expérience, et avec l'idée qu'on va prendre du recul sur ce qu'on a vécu, eh ben, on va pouvoir tisser, construire un apprentissage, soit un apprentissage qui est même généré par les apprenants eux-mêmes, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que vous avez appris de cette situation? Et moi, plus j'avance, plus je m'aperçois que les apprenants sont extrêmement intelligents et beaucoup plus intelligents qu'on peut le penser en tant que formateur. Et puis parfois, bah, le formateur peut apporter quelque chose en disant, bah là, je vais éclairer un petit peu votre point de vue avec des compléments théoriques ou conceptuels. Et puis après, on réexpérimente. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que bah voilà, comme la marche, comme la prise de parole, une fois qu'on a essayé, qu'on s'est un peu planté et qu'on a compris ce qu'on pourrait faire de mieux, eh ben, on peut réexpérimenter pour voir si on s'est amélioré. Et puis, comme ça, continuellement, par cycle, on va formaliser son apprentissage. Est-ce que tu penses que ça s'adapte à tous les styles d'apprentissage? Parce que notamment dans ton livre sur l'innovation, tu parles de soft skills, de choses où en fait, finalement, tu découvres tes compétences, tu les améliores. Et la soft skills, c'est surtout, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, de la communication, de l'échange avec les autres, comment je me positionne, comment je me comprends dans un environnement. Est-ce que, par exemple, je pourrais utiliser la formation et la pédagogie expérientielle pour des sujets aussi chiants, enfin, ou en tout cas ennuyeux, dirons-nous, que la comptabilité ou des sujets qui sont, voilà, enfin, la fiscalité. Enfin, ça, c'est des sujets qui me... Parfait. Mais alors, tu sais que j'ai déjà formé des personnels d'un service comptable d'une université à la pédagogie expérientielle. Donc, en Et fait, c'est possible. Alors évidemment, les formations sont un peu moins fun parce que quand on travaille effectivement la coopération, la communication, etc., on peut imaginer des expériences où on peut s'amuser. Là, si on bosse sur de la compta, en fait, on va bosser sur de la compta. On va pas, voilà, on va pas faire autre chose. En revanche, on peut mettre l'apprenant dans une situation où il ne savait pas, il se retrouve face à des choses à résoudre alors qu'il n'a pas encore la solution, et puis petit à petit, il va formaliser ses apprentissages. En fait, il y a plein de, il y a, en tout cas, moi j'ai une source d'inspiration qui est très forte, c'est des gens qui m'ont formé dans le domaine, qui travaillent à l'école polytechnique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et oui. cette équipe d'enseignants et d'enseignantes, en fait, ils ont complètement renversé des apprentissages qui sont mathématiques, physiques, enfin, tu vois, ce sont des apprentissages très disciplinaires. Et en fait, toutes les expériences sont vécues préalablement aux théories, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des problèmes de maths, mais ils n'ont pas la théorie pour les résoudre. Et ils sont placés en groupe. Je crois que vraiment le fait de placer les gens en équipe, ça change tout. Donc là, pour ta comptabilité, tu vois, ou la fiscalité, on peut imaginer, on met des personnes en équipe, on leur dit, voilà, il y a un problème fiscal, par exemple, je sais pas, vous avez un contrôle fiscal à effectuer sur une personne ou une entreprise, voilà les données, voilà, on ne sait pas s'il y a une faute ou pas. À vous de vous débrouiller. Donc les personnes vont chercher, essayer de trouver une solution, et puis après, elles vont émettre leurs hypothèses, et le formateur va dire, bah là, vous avez bien repéré, effectivement, c'est à cet endroit-là qu'il y avait un problème, et je vous donne les éléments du code fiscal qui vous permettent de comprendre que là, il y avait une faute ou un comportement inadapté. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de manières. En Mm. fait, l'idée, c'est vraiment renverser les apprentissages, c'est-à-dire faire l'expérience finalement de se poser des questions, d'essayer de trouver une réponse, alors qu'on n'a pas forcément tous les paramètres. Et ça, c'est en fait une vraie expérience de vie. Tous les jours, on est confronté à des expériences où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On n'a pas toujours toutes les clés des expériences qui nous sont proposées dans la vie. Oui. J'espère que je t'ai Oui, et puis convaincu. ah bah moi de toute façon l'expérience c'est enfin le côté expérientiel en formation ou de toute façon dans la vie moi je suis persuadée que c'est la meilleure manière d'apprendre parce que enfin on met vraiment les personnes et on se met quand on est dans cette posture en mode chercheur, c'est-à-dire que on est complètement actif et impliqué, on n'est plus seulement le réceptacle euh, de grands penseurs, de d'idées, des choses qui ont été déjà établi, prouvé, et comme si, tu vois, on avait, quand on est dans l'expérience, on a notre mot à dire, parce que finalement, dans cette découverte qu'on va faire en tant que chercheur, on va y mettre notre propre expérience, notre personnalité, et en fait, moi, ça me rappelle en mathématiques, je me souviens, notre prof, pour justement nous faire enfin, travailler sur le théorème de Thalès, elle nous avait donné des calculs à faire, des choses comme ça. Et moi, bon, les maths, c'était pas vraiment
mon dada. Bon, surtout par des injonctions qui étaient, bon, les filles, les maths, c'est pas pour vous. Donc, si vous êtes nuls, c'est pas grave, tu vois. Pas Mais du coup, mal. je me souviens que cette prof, justement, elle avait à cœur de nous enseigner surtout à aimer les maths. C'était même Hmm. pas d'aimer, de comprendre ou vraiment de ressortir avec des choses, surtout aux personnes qui, comme moi, étaient vraiment récalcitrantes. Et j'y avais fait plein de choses, plein de recherches avec ma calculatrice, et j'étais là, mais en fait, voilà comment ça s'articule, voilà comment fonctionne le... Bah, je savais pas que c'était un théorème. Et quand elle l'a expliqué au cours, bah, en fait, c'était logique. C'est-à-dire que moi, j'en avais fait ma propre expérience, Hmm. ma propre recherche. Et bon, je m'en souviens pas parce que ça commence à remonter et que j'en ai pas eu l'utilité. Mais j'aurais eu l'utilité du théorème de Thalès, je pense, dans ma vie. Et ben, c'est quelque chose qui aurait été facilement Hmm. retrouvable en termes de mémorisation. En réalité, il y a deux utilités à ce que tu as appris dans le théorème de Thalès. La première, c'est que tu as fait fonctionner ton esprit en mode logique. Et en fait, on a tendance à condamner les maths pour leur côté un peu abstrait et rébarbatif. En réalité, on en a besoin pour apprendre à raisonner logiquement. Moi, tu vois, j'étais très bon en maths jusqu'au collège. Après, bon, j'ai eu une petite expérience désagréable avec une prof qui m'a complètement fait lâcher. Mais quand j'ai pris mes études de droit, en fait, j'ai compris que mon esprit mathématique, qui avait été un petit peu froissé pendant quelques années, il était encore présent et c'était finalement le même, la même chose. Puis la deuxième chose que tu as apprise dans cette expérience, c'est le statut de l'erreur, le rôle de l'erreur. En vrai, dans les apprentissages, on devrait toujours applaudir les gens qui se trompent. C'est-à-dire qu'une personne qui se trompe, elle permet à d'autres de ne pas se tromper, parce qu'en réalité, le cerveau, il fonctionne aussi par effet miroir, c'est-à-dire que je vois quelqu'un faire quelque chose, en fait, ça me permet de modéliser des schémas de réussite ou d'échec. Donc quelqu'un qui s'est trompé, en fait, je devrais lui dire merci, parce que je viens d'économiser un essai-erreur. Et en fait, dès qu'on est dans cette logique de voilà, je me trompe et c'est chouette parce que j'apprends, bah, en réalité, on prend plus du tout les défis et les épreuves de la même manière. En fait, on se dit, OK, c'est cool, je peux me tromper et c'est pas grave. Tout à l'heure, tu as dit que nous avions notre mot à dire, et donc j'ai repéré que tu avais dit le mot mot, et Exactement. je te donne donc un deuxième mot qui sera évidemment erreur. Yes, c'est noté. Quels sont du coup, par rapport à ça, les trois meilleurs conseils que tu pourrais donner en pédagogie expérientielle et que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ça, c'est le fruit de l'expérience que j'ai eue dans le domaine. Au départ, pour moi, la pédagogie expérientielle, c'était plutôt une espèce de processus. C'est-à-dire, on propose une expérience, on a déjà un petit peu imaginé ce que les gens allaient faire, donc on a déjà préparé une sorte de débriefing, des questions, etc. Donc en gros, et oui, on savait que vous alliez vivre cette expérience, et donc on a ces questions-là, et puis on a ces questions-là parce qu'en fait, on a envie de vous envoyer ce contenu-là. Et les gens avaient un peu l'impression d'être dans un tuyau où Hmm. finalement il y a une expérience qui est vécue, mais c'est un peu comme si c'était des petits rats de laboratoire. On sait très très bien ce qui va se passer, le petit Hmm. choc électrique, la réaction, la fuite dans le tuyau, etc. Et finalement, avec le temps et l'expérience, je m'aperçois que la pédagogie expérientielle, c'est beaucoup plus riche et heureux que ça. Donc la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut vraiment faire confiance à ce qui émerge. C'est-à-dire, on a donné une expérience à vivre à des personnes, et donc comme chaque personne est différente, potentiellement chaque réaction, chaque expérience sera vécue différemment. Donc bien sûr, j'ai ma paire de lunettes de formateur, je sais quelle thématique j'ai envie d'aborder, par exemple, j'ai envie de débriefer autour des émotions. En revanche, je ne peux pas prévoir les émotions qui auront été vécues. Et donc si quelqu'un amène une émotion autour de la colère, de la frustration ou je sais pas quoi, je vais pas me dire, oh non, 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 je voulais pas voir ça, ils étaient censés être, je sais pas quoi, un peu inquiets, ou voilà, pas du tout. En fait, je crois qu'il faut vraiment faire confiance à ce qui émerge. Et parfois, il y a des expériences qui, voilà, devaient donner une certaine orientation, et puis le groupe m'emmène vers autre chose, et je me dis, OK, puisque c'est ce que le groupe a vécu, puisque c'est ce qui apparemment est juste là, maintenant, dans l'instant, eh ben, allez, on s'adapte. Donc vraiment, je pense que ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup d'écoute, et surtout, ça oblige à sortir un peu de ces, voilà, de ces, comment on Ces appelle ça, œillères. de ces œillères, pour ne pas trop vouloir regarder la réalité comme on aimerait qu'elle soit. Donc ça serait mon premier conseil. Le deuxième qui est un peu lié à ce premier conseil, c'est que toute réaction est bonne à prendre. C'est-à-dire que au départ, moi, j'avais peur des gens qui résistent en formation, des gens qui sont pas d'accord, des gens qui s'opposent, des gens qui veulent pas jouer le jeu, etc. Finalement, quand je donne une expérience à un groupe et que le groupe finalement me dit mais cette expérience elle est nulle, ou alors il la dévie complètement et il se passe complètement autre chose,
En fait, je me dis, OK, ça, c'est le sujet. Leur résistance, c'est le sujet. Et quelque part, j'aime bien me dire que le groupe me fait, ou qu'une personne me fait le cadeau de sa résistance. Mm. Puisque finalement, c'est quand même une manière de s'engager. C'est-à-dire que nous, dans la formation, on a besoin que les gens s'engagent. Donc souvent, on aime bien qu'ils s'engagent en disant oui aux expériences qu'on leur propose. Mais en réalité, quand ils disent non, ils s'engagent aussi. Le pire, c'est la posture un peu de retrait où les gens parlent pas, disent rien, Oui. réagissent pas. Voilà, ça, c'est très compliqué. Mais une Oui, parce que personne qui résiste, affirmer sa négativité, c'est, enfin, quand bah, on est c'est quelqu'un affirmer quelque chose. ouais, c'est affirmer quelque chose parce que finalement, on est plutôt conditionné à être bien élevé, à dire toujours oui, à suivre même si on n'est pas d'accord, etc. Et le fait de dire non, ça veut dire quelque chose, quoi, du coup. Ouais, complètement. Mm. Et puis, troisième conseil, parce que parfois, on peut se sentir un peu en manque d'inspiration dans les expériences qu'on a à proposer. Et j'observe que il faut être finalement très curieux dans ce métier, c'est-à-dire rencontrer d'autres formateurs, aller voir d'autres pratiques, tester beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, même dans des schémas de formation un peu improbables, il y a parfois une petite expérience et on se dit, waouh, ça c'est cool, ça je vais pouvoir le reprendre et ça va être inspirant. Et ça peut même être dans la vie de tous les jours. Je sais pas, tu te retrouves à attendre 5, 10 minutes un train qui est en retard. Finalement, je fais l'expérience du retard, je fais l'expérience de ce que ça me provoque, etc. Puis, bah, je vois que ça m'énerve un peu. Et je me dis, tiens, c'est marrant. J'ai envie de faire vivre des émotions à des personnes. Bah, je vis une expérience de retard. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais exprès d'arriver 10 minutes en retard à ma formation? Et que finalement, c'était la première expérience que je proposais. Ça, tu vois, ça me vient en même temps que je te parle. Et Mm. du coup, je vais le mettre en application. Je trouve ça très intéressant. Mais tu vois, euh, proposer une expérience qui est tirée de la vie réelle et justement se dire, il va se passer quelque chose, il va y avoir une réaction, et ça, c'est intéressant. Pendant la préparation de cette interview, on s'est dit qu'on allait parler de l'importance des objectifs pédagogiques. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, bon, bah voilà, je t'ai dit quelle langue on va prendre. Et puis, je t'ai dit, bon, l'objectif pédagogique, c'est peut-être un petit peu lourd, un petit peu. C'est pas Et fun, en hein. fait, ouais, c'est pas fun. Et en fait, bah, finalement, on s'est dit, mais en fait, mais oui, c'est exactement là-dessus qu'il faut qu'on parte. Et donc, est-ce que tu peux partager aux auditeurs, ben, ce que toi tu en retires, comment on peut comprendre déjà leur importance et leur impact à ces objectifs pédagogiques? Hmm. Alors, il y a plein de contextes où on peut en avoir besoin de ces objectifs. La première chose que je voulais dire, c'est que déjà, ça peut permettre de clarifier ses intentions. En fait, il y a deux contextes pour moi qui sont différents et j'ai envie de les mettre en lumière. Il y a un contexte où je suis formatrice ou formateur, j'ai envie de proposer un parcours et que des personnes s'inscrivent. Et dans ces cas-là, j'ai toute liberté d'imaginer un parcours ou une formation. Là, je pense qu'il est vraiment important que je précise mes intentions et en rédigeant correctement les objectifs, je pense qu'on en parlera après, en rédigeant correctement mon intention, en fait, je vais pouvoir préciser ce que je veux vraiment. Et souvent, on a tendance à proposer des concepts un peu généraux, genre redonner confiance. Bah oui, mais redonner confiance, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière redonner confiance? Quelles sont les capacités qu'on a envie de voir émerger chez les participants? Donc ça, c'est le premier contexte, c'est j'ai toute liberté et est-ce que j'aurais pas intérêt à préciser mes intentions? Et j'ai accompagné pas mal de formateurs ou de formatrices dans ce sujet-là, et c'est fascinant de voir la formation de départ, les intentions de départ, et puis 2, 3 mois de travail d'accompagnement à raison voilà, de petites séances une fois de temps en temps, la formation qui arrive derrière. Elle a rien à voir. Et la personne me dit, mais en fait, j'étais pas du tout consciente de ce que j'avais vraiment envie de proposer aux personnes, et c'est comme une espèce d'accouchement, c'est presque un peu thérapeutique. Et l'autre contexte, c'est j'ai un client qui vient me faire une commande et qui me dit, voilà, je voudrais une journée de team building parce que les gens, ils ont un peu de mal à se parler. Ok, là, je peux faire un objectif. Les gens participeront à une journée de formation et ils auront l'impression de mieux se connaître. Super. Et c'est totalement flou. Et à ce moment-là, le risque, si je précise pas les objectifs, c'est que mon client, à la fin, il va dire, ah, je suis un peu déçu, en fait, je pensais qu'il se passerait autre chose, moi, j'attendais autre chose, etc. Donc, Hmm. finalement, préciser ses objectifs, c'est une manière de contractualiser de façon très claire avec son client. Et plus on contractualise, plus aussi on va pouvoir trouver des limites. En général, un client, il va donner un budget temps qui va être une journée de formation et il va bourrer à l'intérieur tout ce qu'il peut. Donc, vous allez faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils se connaissent, qu'ils aient des aptitudes à la prise de parole en public. Puis tiens, mettez-nous un peu de relation client et de gestion des conflits, bon courage.
Et puis, bah, nous, on prend en note, on fait une petite matrice d'objectifs, mais on les a pas bien précisés. Et au final, on se casse la figure parce que, bien sûr, ça ne rentre pas. Ou alors, Mm. on fait tout en superficiel. Ouais, ou tu arrives à la fin de la journée et puis les gens sont déjà en train de mettre leur manteau et tu leur dis, oui, mais en fait, il reste encore trois C'est ça. activités. Et donc, on va tomber dans cette posture qui est épouvantable, où on va faire peser sur le groupe le fait que soi-même, on est en retard. Alors, Mm. ça, c'est Alors monstrueux. ça, c'est oui. Donc, là, ma recommandation, c'est préciser les objectifs. C'est vraiment une manière de contractualiser correctement avec son client et dire, bah là, en fait, vous voyez, ces deux objectifs-là, ils vont occuper une journée, parce que si on veut bien les faire, il va falloir y consacrer le temps nécessaire. Et si vous en voulez plus, alors soit on donne plus de temps, soit vous choisissez parmi vos objectifs, bah, ceux que vous jugez les plus prioritaires. Donc voilà pourquoi je pense que c'est un gros, gros sujet qu'on devrait vraiment aborder et travailler de façon très, très rigoureuse à chaque fois. Mm. Oui, puis du coup, on sait, on peut avertir aussi les apprenants et ça peut être le teaser de la formation. Vous allez repartir avec ça. Et c'est un beau Mhm. cadeau, en fait, que de dire, Ouais. ben voilà, c'est simple, vous n'allez pas repartir avec 20 choses, mais un objectif précis peut, justement par rapport à ça, on en met plusieurs, on en met un, comment on affine, en fait, tout ça? Voilà, là, c'est une question où je vais répondre, ça dépend. Ça Joker. va dépendre, ça va dépendre. En réalité, un objectif bien formulé, il y a un verbe d'action. Mm. Il y a, voilà, on doit décrire une action spécifique. Donc, si on commence à faire un objectif, on dit, ils seront capables de faire ça, et puis ça, et puis ça. En réalité, on a trois objectifs cachés en un. Donc, Mm. si on a un objectif qui est relativement standard, il y a un verbe d'action. Moi, en général, j'ai tendance à penser que 4, 5, 6 objectifs pour une journée, c'est bien le grand max. Après, ça va effectivement dépendre de la nature de ce qu'on va travailler. Mais je crois que oui, je crois qu'il faut. Enfin, globalement, moi, j'ai tendance à être raisonnable sur le nombre d'objectifs. Je pense que oui, vraiment. Enfin, je suis désolé, je vais dire trois fois, ça dépend. Mais voilà. Après, il peut y avoir l'objectif principal, c'est ce que tu m'avais mis dans les notes de préparation à cet entretien, c'est l'objectif, c'est à l'issue de la formation, vous allez repartir avec ça. Voilà, Mhm, ça, c'est pas 12 000 trucs, c'est un joli cadeau, en fait. mhm. Et puis, après, en tant que formateur, parce que ça, je le vois quand on accompagne nos clients, c'est que les objectifs pédagogiques aussi, on les met à différents modules, chapitres. Enfin, là, quand on est dans la Oui, oui, oui. formation en ligne. Mais le formateur aussi se pose la question en présentiel, OK, là, on va avoir une heure et demie, 2 heures d'activité. À la fin de cette activité, j'ai un objectif, en fait. Il faut qu'ils aient pris Hmm. conscience de, etc. Donc, voilà, c'est bien de faire ça ou... Ben, je pense qu'on se retrouve. C'est-à-dire que si on imagine effectivement qu'une activité d'apprentissage, c'est à peu près une heure. Moi, c'est aussi mon standard. Je pense faire vivre une expérience, ça prend souvent entre 15 et 20 minutes. Faire un débriefing, c'est à peu près 15-20 minutes. Donner un peu d'apport conceptuel, etc., c'est 15-20 minutes. Et réexpérimenter, tu vois, 10 minutes. Là, on a à peu près un cycle d'une heure. Et en général, on est centré sur une intention pédagogique. Donc, effectivement, une heure égale un objectif. 6-7 heures de formation égale 6 objectifs à peu près. Donc je pense qu'on est effectivement sur ce Hmm. max-là, sachant Ouais, que j'aime bien ton mot parfois, intention. Ouais. ouais, 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 moi j'aime bien l'intention parce que c'est un peu le fil rouge. C'est-à-dire que l'objectif c'est un peu technique, l'intention c'est qu'est-ce que j'ai envie de voir, de voir dans cette formation, qu'est-ce que j'ai envie qu'il s'y passe. Et donc à chaque fois, je vais essayer de raccrocher les différents éléments à mon intention. Alors évidemment, j'étais en train de te parler, j'ai entendu que tu aviez dit le mot intention, donc ça m'a fait un tilt dans le cerveau et donc j'ai commencé à bugger sur ma réponse. Tu vois que ton système est redoutable. J'allais justement te le dire. Oui, le C'est problème bien, d'être tu joueur, c'est suis. qu'on peut pas s'en empêcher. Oui, Alors, bah écoute, on va prendre les mots qui étaient importants au moment. Donc, on va prendre intention. Puis la c'est prochaine fois, noté. j'essaierai de te surprendre. Allez. Donc, du coup, pour bien définir, est-ce que tu peux synthétiser comment on fait pour se dire, OK, est-ce que les objectifs que j'ai posés sont bons? Ouais. D'une certaine façon, un objectif bien formulé, c'est une évaluation en puissance. Cette phrase, je vais laisser un silence parce Oh, qu'elle est. tu devrais t'en faire un t-shirt. Oui, oui, c'est clair. Si j'imagine que je formule un objectif du genre à la fin de la journée de formation, les apprenants qui ont participé sont capables
de nommer les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Voilà, bon, ça, c'est des choses que je fais en formation de formateur. Et puis, je vais avoir un deuxième objectif qui va être, à la fin de la journée de formation, les apprenants seront capables d'expliquer avec leurs propres mots pourquoi chacun des 4 piliers est un élément important pour l'apprentissage. Tu vois, là, j'ai des objectifs qui sont un peu soft, je pourrais préciser des choses, mais globalement, ils sont assez bien formulés. L'idée, c'est que après, je peux rajouter un point d'interrogation à la fin de mes phrases et ça devient des questions d'évaluation. Merci de nommer les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Hop. Merci de justifier en quoi ces 4 piliers sont importants pour l'apprentissage. Clac. Et donc là, en fait, ces objectifs, comme je les ai bien formulés, globalement, tu vois, j'ai effectivement, en puissance, j'ai mon évaluation. Après, ce qu'il va falloir ajouter, c'est des niveaux de performance. C'est-à-dire à quel moment je considère, par exemple, bon, ils en ont cité 3 sur 4. C'est bien ou c'est pas bien? Donc ça, il va falloir que je le décide à l'avance. Il va falloir que je le dise, bon, ils s'en souviennent de 3 sur 4, c'est OK. 4, c'est vraiment super. Est-ce que si ils donnent pas tout à fait les noms des 4 piliers, mais que l'idée est retrouvée, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Donc en fait, pour faire ça, et souvent je vais le faire dès la rédaction des objectifs, je vais faire ce qu'on appelle une grille critériée, c'est-à-dire que je vais, pour chaque objectif, nommer des choses observables qui me permettent de dire c'est complètement nul, c'est pas terrible, c'est OK, c'est super. Et comme ça, quand j'ai une évaluation à faire, je pourrais même la donner à n'importe qui. La personne rentre dans la salle ou reçoit un formulaire avec des réponses. Ben, la personne peut regarder et dire bah, OK, c'est bon, je repère les 4 piliers. Là, je repère qu'il n'y en a que 3, mais ils sont bien formulés, donc je peux mettre la personne dans telle case, etc. Et comme il y a un seul verbe par objectif, j'ai pas plusieurs choses à évaluer pour chaque objectif. Là, je suis rentré un peu dans la technique, mais c'est vrai que c'est un domaine que je trouve hyper intéressant parce que ça devient quand on parlait de contractualisation avec l'apprenant, c'est toi qui disais finalement, les objectifs, ça peut servir aussi à donner du sens aux apprenants. Ben moi, je trouve que être très très clair sur les modalités d'évaluation, sur les intentions, en disant voilà ce que je vais regarder de vos réponses, de vos comportements à la fin de la journée, ça permet vraiment d'avoir une contractualisation très objectivée. C'est-à-dire, c'est vraiment sur la base de choses observables. Et ça, moi, j'aime beaucoup ce mot observable parce que je trouve que il est, ça y est, j'ai dit mot, parce que je trouve qu'il Tu joues est, tout seul, en fait. ah non, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Euh, euh, donc, mon mot sera saperlipopette, voilà, et je reprends ma phrase. J'aime beaucoup ce mot observable parce qu'en fait, il y a vraiment dedans cette idée d'objectivité. Et par exemple, quand tu dis à tes enfants, range ta chambre, en fait, ranger sa chambre, ça veut dire plein de choses à la fois. Ça veut dire plein de choses ou ça veut rien dire. Et donc, si c'est, par exemple, ranger ta chambre, ça veut dire enlever tout ce qui traîne au sol, euh, tous les éléments qui n'ont rien à faire dans ta chambre, les verres, les trucs que tu as empruntés partout, tu vas les remettre dans la cuisine. Voilà, ça ce sont des éléments qui sont observables. Et donc, l'enfant, par rapport à ça, il peut passer à l'action. Sinon, range ta chambre, bah, c'est peut-être je vais faire mon lit, les affaires par terre, c'est pas grave, je vais peut-être les pousser sous le lit et Hmm. on n'en parle plus. Voilà, c'est Ouais, vraiment ou j'ai pour te pris un dire. objet et puis je commence à le ranger, puis en fait, je commence à jouer avec et puis je pars Exactement. dans mes Voilà. trucs et puis c'est parti, quoi. C'est ça. Et ça, vraiment, là, je crois que en te partageant ça, on est vraiment au cœur de l'ingénierie pédagogique. Et moi, je trouve que c'est un métier qui est merveilleux. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que, en fait, à travers la pédagogie et la formation, évidemment, il y a du savoir, il y a des échanges, mais il y a tellement de connaissances de l'humain, en fait, de comment on, Hmm. on réagit, comment on fonctionne entre nous et mieux se comprendre. Enfin, c'est vraiment une boîte de Pandore par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais proposer une formation à la coopération sur la base de Wargames? Évidemment. Alors ça, pour la private joke, effectivement, c'est la petite question. Je t'avais dit, oh, j'adorerais que tu me parles de ça. Il faut. Alors, j'ai été à un moment dans ma vie très très joueur de figurines et j'ai passé beaucoup d'heures à peindre des figurines et à faire des matchs, etc. Et j'ai un peu abandonné, mais il se trouve que ce week-end, je vais aller faire un tournoi du côté de Lille et je vais me retrouver. Je vais jouer, je crois, pendant 15 heures sur un week-end, sur des. Voilà, je crois qu'il y a 5 parties avec des joueurs qui apparemment sont plutôt très bons. Donc, je pense que je vais me faire exploser pendant tout le week-end, mais c'est pas grave. Et dans le jeu de figurines, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de prise de décision. C'est-à-dire on a son armée, alors on a des petites unités comme ça, et puis il y a un objectif, il faut aller capturer je sais pas, Un un général? château, un général, Ah, etc. Où il faut anéantir l'adversaire. Enfin bref, il y a différents objectifs. Et
il y a en face un adversaire, et c'est un jeu que je trouve beaucoup trop individuel. C'est-à-dire, quand je suis tout seul, bah, je suis en train de prendre mes décisions tout seul. Bon, c'est pas très intéressant. En revanche, si on met 5 ou 6 personnes en train de gérer une équipe et qu'on leur donne chacun une responsabilité différente, bah toi, tu vas être chargé du recrutement de mercenaires, mais il va falloir faire gaffe parce que la population va peut-être pas trop aimer. Toi, tu vas gérer la finance, toi, tu vas gérer l'avancement stratégique, toi, tu vas gérer le repos des guerriers, etc. Enfin, chacun va avoir une fonction différente. Et alors là, après, on a une situation de coopération qui est magnifique parce que les personnes sont dans la tension, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de guerre. Alors bon, après, il faut avoir envie d'y jouer, hein. Il y a une tension qui est quand même très forte parce qu'on peut gagner, perdre, et puis ça peut se renverser très très vite. Et ça va mettre un contexte très intéressant pour la coopération parce que la coopération, je trouve que c'est vraiment intéressant quand on est sous tension. C'est-à-dire quand il y a un truc à pas perdre et que tout le monde commence à monter un peu en stress. Et là, les modalités de communication, de prise de décision, tous les biais cognitifs qui peuvent apparaître, comment on se concerte, comment on prend le temps, comment on est efficace, etc. C'était vraiment magique. Et puis, alors moi qui aime un peu les effets waouh en formation, j'avoue qu'imaginer une formation avec une grande table, des décors, des figurines jolies, etc. Je pense que Mm. ça peut être hyper classe. Ça peut Voilà. être ton Donc, rêve. si jamais quelqu'un entend ce podcast et a envie de faire ça avec moi, mais prenez contact, j'arrive. Contactez Étienne, retrouvez-le sur LinkedIn ou n'importe où C'est et ça. organisez cette journée. Vous allez en faire l'homme le plus heureux du monde. Ah ouais, carrément. Bah, je te remercie pour ce partage. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu aimerais casser, que tu y a une punchline ou des coups de gueule que tu aimerais faire passer? Il y a un sujet qu'on peut peut-être aborder, parce que toi, ton domaine, c'est plutôt les formations en ligne, Mm. l'e-learning, etc. Moi, mon champ à moi, c'est plutôt la formation en présentiel, même si j'ai déjà fait pas mal de formations en ligne. Et j'ai remarqué un truc dans les formations en ligne, et ça, je voudrais pousser un petit coup de gueule parce que je trouve que c'est assez inadmissible, mais je pense que toi, tu fais pas ça. C'est les formateurs qui font beaucoup d'efforts dans les formations en présentiel, proposer des contenus plus interactifs, voilà, favoriser les échanges, etc. Et puis quand ils passent derrière une caméra ou quand ils passent derrière un outil de visioconférence, alors là, tout d'un coup, on a oublié tous les principes élémentaires de la pédagogie et vas-y, je te déverse une bétonnière de contenu. Et les autres en face sont voilà, des aspirateurs à contenu et c'est tout. Et ça, moi, je trouve ça terrible. En fait, quand les MOOC sont arrivés, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On est en train de valoriser une pédagogie qui est hyper conservatrice et passéiste en fait. L'apprentissage transmissif, il y a plein d'études qui ont montré que c'était pas très très efficace. C'est-à-dire que mettre quelqu'un dans une situation de passivité, ne pas faire en sorte que le cerveau se pose des questions et que la personne soit dynamisée dans son apprentissage, c'est la garantie que la personne va retenir 5-10% du contenu. Alors déjà, quand on met des contenus interactifs, on est à 50%. Donc c'est pas fou. Donc évitons en fait vraiment de retomber dans des schémas voilà, dans des schémas anciens ou dans des schémas scolaires qui sont en train d'être dépassés. Et donc moi, mon petit coup de gueule, c'est de dire, bah d'une part, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas faire de l'interaction. Donc vraiment, faut pas lâcher quoi. Et je pense qu'une bonne formation en mode voilà e-learning ou à distance, en réalité elle va emprunter les mêmes codes qu'une formation en présentiel. Moi, je vois qu'il y a, alors oui, il y a certaines activités qu'on peut pas faire vivre parce que bah, quand on demande à, je sais pas, 5 personnes d'essayer de faire un carré avec une corde, bah, et quand ils sont pas dans la même pièce, c'est compliqué. En revanche, il y a plein d'activités qu'on peut proposer où les personnes vont faire un truc, chacune de leur côté, etc., se mettre en salle, en petits groupes, ou leur donner un défi en e-learning et leur dire, vous avez 5 minutes, vous sortez, vous allez faire un truc fou, puis vous revenez. Enfin, voilà, il y a plein de manières de mettre les gens dans l'expérience. Et donc vraiment, j'encourage les personnes qui auraient une difficulté à penser la formation en ligne en se disant, bon, bah finalement, j'ai pas le choix, faut que je transmette des contenus. Non, non, non. Non, non, non. Faites vivre des expériences, s'il Ouais. vous plaît. Ah bah, je te rejoins là-dessus, mais c'est vraiment ça, c'est notre combat avec Ornella chez Press Effect, et de Hmm. rendre les choses beaucoup plus fun et beaucoup plus tournées vers l'action. Parce que évidemment, quand on est en présentiel, on est en tant que formateur le chef d'orchestre de tout ce petit monde. On peut facilement, en plus, on en parlait la dernière fois, c'est on peut lire en fait les mouvements, la communication non verbale, elle est facilement lisible, alors qu'en ligne, c'est beaucoup plus
Voilà, c'est plus difficile en tout cas de la lire et de recapter les gens et d'être là. Alors ça, c'est quand on est en distanciel. Alors je t'en parle même pas quand on est en formation en ligne, où là, les Ouais. personnes, on leur propose du contenu pour bah, monter en compétences, voilà, travailler sur des choses. Hmm. Bah, moi, ce que je me dis en lien avec ça, c'est qu'il y a deux pièges, deux choses, moi, que je mets souvent en avant dans la formation de formateur. La première chose, c'est ce que je dis n'est pas ce que la personne entend. C'est-à-dire qu'avec nos filtres, avec nos cadres de référence, avec nos croyances personnelles, avec toutes nos expériences, etc., on a des filtres qui vont perturber le passage du signal. Donc en réalité, tout ce que je suis en train de dire, là, j'ai l'illusion que tu l'entends exactement comment c'est dans ma tête. En réalité, tu l'entends autrement. Et par un jeu de feedback, de reformulation, etc., j'arrive à peu près à situer que tu as compris ce que j'avais dit. Puis deuxième phénomène terrible, c'est que comprendre n'est pas apprendre. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes si elles ont compris, on va vérifier qu'elles ont compris, et on va se dire, c'est bon. Et puis, en réalité, 2 heures plus tard, elles ont oublié complètement le contenu qu'on leur avait donné. Et en formation de formateur, je reviens sur les piliers de Stanislas Dehaene, c'est dans mon bouquin, c'est super bien, vous pouvez aussi le trouver sur Internet. C'est vraiment une théorie que je trouve hyper intéressante pour comprendre l'apprentissage. Et ces 4 piliers, je mets la matinée pour les faire découvrir aux participants avec des jeux, des activités, etc. Et puis, à 14 heures, quand on reprend, je leur fais une petite interrogation surprise, je leur dis, OK, essayez de me citer les 4 piliers de l'apprentissage. Ils l'ont vu toute la matinée. Eh ben, ils s'en Mm. souviennent de deux, trois au grand maximum. Alors, ils sont tous là en disant, oh là là, J'ai c'est honte. horrible, on a honte, etc. Et je leur dis, c'est moi qui devrais être embêté parce que je suis Ouais. censé être un bon formateur, je suis censé bien faire mon boulot. J'ai donné tout ce que j'ai pu pour que vous les appreniez et regardez, en début d'après-midi, vous les avez déjà oubliés. Et ça montre bien que comprendre n'est pas apprendre, c'est-à-dire que l'ancrage pédagogique, c'est quelque chose qui se scénarise. Il faut Mm. répéter, répéter, répéter le message sous différentes formes, sous différents angles. Et ça, bah, de la même façon, si je suis en mode transmissif, c'est-à-dire en gros, je vais donner une fois et une seule fois le contenu que j'ai Mm. à donner, bah, en réalité, je suis à peu près sûr que les personnes ne vont pas comprendre ce que j'ai dit de la même manière, et en plus, elles vont l'oublier. Donc, au final, le résultat, c'est zéro. Et ça, voilà, je pense que c'est pas l'ambition qu'on a dans nos métiers. Non, en effet. Et tu aurais un mot pour ça? Gourde, parce que je suis en train de boire. Allez, Et va pour, je va crains le pour boire. schéma qui va s'annoncer dans notre cadavre exquis. Ouais, on va avoir un beau cadavre. J'ai encore une ou deux questions à te poser. Enfin, la question, c'est quel est le meilleur livre, que ce soit de développement perso ou professionnel, que tu recommandes absolument de lire? Waouh. Hmm, ça, Alors, tu m'avais envoyé la question à l'avance. Je me suis Oui. dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'ai envie Parmi de tous les répondre. livres. Ouais. Alors, en fait, je lis assez peu parce que quand Ah je oui. lis, après, je fourmille d'idées et je sais plus quoi Hmm. en faire. Donc, ça m'encombre. Donc, j'essaie de sélectionner un peu mes lectures. Alors, j'ai 2 livres. Il y a deux. Tu Ouais, m'avais mis bon. le livre des chemins d'Henri Gougaud. Ouais, je vais le garder. Allez, je garde ce Allez. livre-là. Euh, Ça c'est, parle de c'est- quoi? Alors, ce qui est bien dans ce livre, c'est que c'est pas un livre qui se lit, mais c'est un livre qui se consulte. Ok. C'est un livre en fait, Henri Gougeot, c'est un conteur professionnel. Donc, il a toute sa vie raconté des contes dans différents contextes. Et il les a rassemblés dans un énorme livre où il y a, je sais pas combien, 100, 150 contes différents, des petites histoires qui sont pas Blanche-Neige et les Sept Nains, voilà, ou des contes traditionnels, mais qui sont des contes un petit peu moins connus. Alors certains on les connaît, mais pas tous, c'est loin de là. Et l'idée, c'est quand je me pose une question, je feuillette le livre comme ça, un peu au hasard. Je Hmm. m'arrête à un endroit, il y a des marque-pages. Et donc, il y a 3 marque-pages différents. Je mets un marque-page et puis je lis le conte et je regarde ce qu'il a à me raconter. Et j'aime énormément ce livre parce que je trouve que c'est une source d'inspiration et de créativité qui est super chouette. Donc, C'est un peu tu ton peux, oracle. tu peux l'utiliser en mode guidance et oracle avec toutes les précautions d'usage parce que voilà, moi je suis Oui. très très méfiant par rapport à ces outils-là. Enfin voilà, l'effet Barnum et compagnie, je me Hmm. méfie. Et en même temps, c'est toujours un outil intéressant pour s'auto-questionner. Et puis Hmm. tu peux l'utiliser pour des questions créatives. Je sais pas, tiens, j'ai envie de faire vivre une expérience à mon groupe. J'ai pas trop d'idées. Je prends le bouquin et je prends un Hmm. compte. Et puis qu'est-ce qu'il a à me raconter? Est-ce que ça va me suggérer quelque chose? Voilà, donc c'est un livre que j'aime bien promener avec moi.
parce que je trouve qu'il est. Puis je trouve que les histoires sont belles et qu'il n'est pas très connu. Donc j'ai envie d'en faire un peu Eh la ben promotion. écoute, ouais, tu l'as très bien vendu parce que moi, ça va me donner envie de l'acheter. Il y a un livre que j'adore comme ça de Bernard Werber, c'est l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je sais pas si tu l'as Hmm. lu, mais Non. c'est comme tu le dis, c'est pas un livre que tu vas lire d'un bout à l'autre, voilà, pendant quelques heures, mais plutôt que tu vas mettre aux toilettes. D'ailleurs, Bernard Werber le conseille d'ailleurs de le mettre aux toilettes. D'accord. Tu vas lire une histoire incongrue. Des fois, tu vas avoir 5 lignes et puis des fois, tu vas avoir 2, 3 pages sur n'importe quoi, de la science, de l'histoire, du fonctionnement humain et de tous les sujets qui composent l'univers, j'ai envie de dire. Chouette. Ok. Eh ben écoute, je Voilà. prends de mon côté aussi. Donc Merci. voilà, si tu n'aimes pas les livres qui se lisent avec l'histoire d'un bout à l'autre, qui prennent des jours et Si, quand des même. semaines à lire, bah en fait, voilà, ce livre-là pourra te plaire. Ok. Une dernière question par rapport à ton actu business avant qu'on fasse notre mini-histoire. Ok. Quelle est donc du coup Euh, c'est cette dernière actu? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant et où est-ce que les personnes peuvent te retrouver pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter? Alors, j'ai deux actus du moment. La première, c'est que le livre que tu as cité, il va sortir dans une version 2. Il y a la version 2025 qui va arriver. Dans la version 2025, il y a des nouvelles fiches pédagogiques en plus. Il y avait aussi quelques petites coquilles à droite à gauche que j'ai corrigées. Et puis, il y a un avant-propos qui va s'inviter, qui est un ami formateur et thérapeute qui m'a fait le cadeau de m'écrire un grand truc et donc j'avais envie de le mettre. Et Ok. puis la deuxième, et donc ça va sortir dans les jours qui viennent. Si vous avez quand même envie d'acheter le livre maintenant, c'est pas un problème. Je vais offrir voilà, à toutes les personnes qui ont acheté le livre, je vais leur offrir les fiches sur simple demande. Donc c'est voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'arnaque, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas rater les Racheter fiches. 2 fois le livre, oui. Non, non, surtout pas. Et puis la deuxième actu, c'est que je vais bientôt lancer les inscriptions officielles pour une résidence de créateurs de jeux sérieux qui va s'appeler Ludinova. Et ça va être incroyable. Ça va se passer du 28 mars au 5 avril, une semaine en Touraine. Je fais ça avec deux amis créateurs de jeux, formateurs, et on va carrément nous se mettre avec les participants pour créer notre jeu. Et on a fait appel à un facilitateur qui va accompagner tout ça. Et ça va vraiment être un moment très très chouette. Les inscriptions, ça va être, je pense, début de semaine prochaine sur LinkedIn. Il y a un post que je vais publier on avait déjà fait un appel à manifestation d'intérêt, on a déjà des inscrits, donc maintenant là on est en train voilà, de valider les inscriptions. Donc voilà, si vous avez, alors il faut avoir un peu d'expérience dans le jeu sérieux quand même, hein, c'est pas une Mm. formation au jeu sérieux, c'est vraiment un accompagnement pour des gens qui ont déjà engagé un projet de création de jeu. Et alors là, bienvenue, on vous accompagne en amont, vraiment dans l'idée de dire bah, on va faire en sorte que votre jeu soit le plus potentiellement le mieux possible pendant la résidence, 5 jours pour prototyper, tester, corriger, etc. Et puis après, on passe en post-production. Et donc là, on va accompagner à l'édition, la fabrication du jeu, la distribution, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement voilà, de l'idée jusqu'à la vente du jeu. Et je me réjouis de cette opération. Enfin, vraiment, c'est un de mes petits coups de cœur du premier trimestre. Et tu vas pouvoir, enfin, tu communiqueras, j'imagine, soit sur ton site, soit sur les réseaux sociaux, parce Ouais, qu'il y aura les jeux qui auront été créés ou les idées, ouais, en tout cas, complètement. qui auront été émergées de ça, en fait. Absolument. J'ai Ça bien va être l'intention de chouette. mettre en valeur les belles créations qu'on va accompagner. Super. Eh bien, écoute, merci pour ça. On va du coup assembler les mots pour inventer la mini-histoire. Je te rappelle les mots. Vas-y. Chemin, erreur, intention, saperlipopette et gourde. Il y a des regrets là? Il y a Non, non, il y a de la joie. Non, il y a de la joie, Parce que sans j'adore doute. le mot saperlipopette, en fait. Je l'utilise pas assez, donc là, je me suis dit, C'est vrai que ce mot, il est, ouais. c'est génial. Ah, mais oui. Moi, je voudrais, tu C'est vois, un quand il m'arrive enchaînement un truc un peu d'onomatopées. imprévu, je voudrais dire saperlipopette. Oui, exactement. Déjà, ce serait moins vulgaire que certains mots qu'on utilise. Ouais, Et en plus, on aura un petit côté rétro vintage bien c'est à ça. la Alors, mode. j'écoute ta consigne pour cette histoire. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse avec. Alors, l'histoire, enfin, alors, soit je t'aide à la construire, soit tu peux raconter une histoire par rapport à, par exemple, ta vie. En fait, tu as 5 mots, hein, on en a bien 5, oui, c'est ça, chemin, Mhm. erreur, intention, ça parle hypopète et gourde.
Soit tu t'en sers dans l'ordre. Je vais laisser le champ ouvert, d'accord? Parce qu'en plus, c'est la première fois que je fais ce jeu en direct avec quelqu'un. Soit tu as le champ ouvert et tu vas mettre autant de mots que tu veux entre, et tu vas raconter quelque chose par rapport à ta vie, à un apprentissage, ou alors tu peux partir dans une histoire complètement loufoque et what the fuck. À toi de Ok, voir. alors j'ai une proposition pour ça, parce que je l'ai sous la main. Ah, génial, qu'est-ce que ça va être? Un Tuc, outil tuc. divinatoire. Alors je dis ça, mais je ne le trouve pas. Si, il y a un jeu qui est génial, qui s'appelle Tell Me More. Ok, Tell Me More, génial. c'est un jeu où on raconte des histoires de façon coopérative. Donc, pendant 2 minutes, on va devoir raconter une histoire en lien avec une thématique. Et puis après, on va devoir répondre à des questions. Donc, je te propose qu'on y joue. Allez, on y joue. On est des Donc, ouf. on a l'intention de placer nos 5 mots. Et puis après, donc on ne connaît pas encore les questions qui vont être posées. Il va falloir qu'on réponde 3, 2, 1, tac, la même réponse. Et puis, bah, on marque des points si on y arrive. Donc, Attends, voilà par rapport aux l'histoire. mots, là, par rapport aux mots, qu'est-ce que Je, c'est je quoi sais le. pas, je sais pas ce qui Ah, se passe, d'accord. mais on y va comme ça. On y Donc, va. l'histoire s'appelle La Tribu. Issus d'une famille nombreuse, nous sommes tous frères et sœurs. Cela fait longtemps que nous ne nous étions pas vus, et ça fait ressurgir plein de souvenirs. Voilà. On Ok. a 2 minutes pour se Oh, raconter une histoire, toi et moi. On va essayer de glisser, bien sûr, nos mots. Et donc, c'est parti. Nous sommes donc frères et sœurs et on se revoit que de souvenirs. Ma chère Isabelle, est-ce que tu te souviens la fois où nous avions emprunté ce chemin qui nous exactement. emmenait vers Saint-Jacques-de-Compostelle et nous Et nous étions perdus, tu te souviens? on s'était perdu. On s'était perdu parce qu'à un moment donné, j'ai fait mes lacets et à vouloir trop regarder le sol, on n'a pas vu le reste, enfin les différentes propositions. Donc on a fait l'erreur, évidemment, de Et prendre le oui, mauvais chemin. et évidemment, on est sans arrêt dans d'incessantes chamailleries tous les deux. Donc, je t'avais reproché de ne pas faire assez attention à tes affaires, et tu m'avais dit que telle n'était pas ton intention, malheureusement, et que voilà, tu avais pourtant bien prévu. Et tout ça a un petit peu cassé quand même notre cohésion à tous les deux. Mais, Et parce mais qu'on est quand même une famille unie et on s'aime beaucoup. Donc, on s'est rappelé ce que disait notre grand-mère quand on était dans ce type d'impasse, c'est qu'on disait le mot saperlipopette. Et là, on reprenait l'intention de base et on allait vers quelque chose de beaucoup plus sain et serein. Et j'ai toujours adoré utiliser ce nom de code. C'est vrai que voilà, on Mm, l'a, on l'a, on l'a utilisé à maintes reprises. Notamment, je ne sais pas si tu te souviens, mais à la fin de cette promenade, nos gourdes étaient vides. mm. Et donc, on n'avait plus trop de solutions. Et je t'avais dit, saperlipopette, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on a trouvé une source, on a bu, j'ai pu refaire mes lacets et on a parlé du super week-end qu'on a passé ensemble. Merveilleux. Alors, Et dans attention, les 2 minutes en plus. c'est parti pour les questions. Donc, oh la vache. Le jeu est plus drôle parce que les questions sont totalement imprévisibles. Même si on est tous assez différents, notre aire de famille se remarque à... Et donc- J'ai l'impression qu'on a presque le même nez, non? Ok, Un alors peu. il fallait faire 3, 2, 1 et répondre ensemble. Mais Ah, du coup, pardon! non, mais c'est Ah, pas ok. grave, j'ai oublié de te Allez. rappeler la consigne, donc on a Oui, c'est vécu une vrai, j'avais expérience. oublié. Donc c'est pas Allez, grave. Donc on va poser la deuxième question. allons-y. Chaque année, nous partions en vacances au même endroit. Où exactement? 3, 2, 1. Au bord de la Saint-Jacques de mer. Ouais, Compostelle. j'ai failli dire. Je l'avais en tête, en plus, je me suis dit, ah, autre chose. Alors, c'est pas grave. Question numéro 3. Nous nous disputions tout le temps à cause de 3, 2, 1. T'es Mais lassé. là, c'est. Ouais, là c'est bon. Et il y a 5 questions. Oh la vache, la quatrième question est folle. Question 4. Qui a toujours été le ou la préféré de papa? Ok. 3, 2, 1. Toi. Toi. Bon, ça marche du coup, ce qu'on a donné la même Ça réponse. marche. Oui. Au total, on est combien déjà dans la famille? 3, 2, 1, 4. 4. Non, t'avais montré en plus, trop bien, c'est vrai. Génial. Voilà. Donc, bienvenue à Tell Me More, un jeu que j'adore parce que c'est un jeu. Mm. J'aime beaucoup les jeux coopératifs et ce jeu-là est très drôle parce qu'en fait, les histoires, on peut partir dans toutes les directions et en même temps, on a cette espèce de pression
des questions qui peuvent tomber et qui parfois sont totalement imprévisibles. Voilà, donc je suis Il content de est te l'avoir fait génial. Eh ben, découvrir. écoute, ah ouais, vraiment, je tell me more. Eh ben, on mettra aussi le lien en description de Super. Je ce, crois de que c'est un cet jeu qui n'a pas eu épisode. le succès qu'il méritait d'ailleurs, donc c'est bien si ça peut Oui, le relancer un petit clairement. Bah, en plus, ça me rappelle les exercices que je faisais en théâtre d'impro. Donc, peu. Ouais, ouais, complètement. ça se tient bien. Mais écoute, merci d'avoir participé à ce jeu. On va finir ensemble, si ça te dit. On va terminer cette interview par un dernier petit jeu qui est plus un enchaînement de 5 questions de rapidité, un peu what Ok, the fuck. Et l'idée, c'est que tu y répondes le plus vite possible, comme voilà, parfait. ce qui te vient par la tête. C'est parti? C'est parti. Alors, tu es coincé dans une salle de formation avec un panda. Qu'est-ce que tu lui enseignes? Je lui enseigne à ne pas manger. Je crois qu'ils sont C'est très- végétariens, hein. c'est hyper dangereux. Et non, c'est C'est vrai? vachement dangereux un panda. Ouais, ouais, donc je lui apprends à ne pas me manger. Ouais, ouais. Ok. Un super pouvoir que tu aimerais avoir quand tu donnes une formation. Alors j'ai pensé à la téléportation, je ne vois pas du tout l'utilité, mais si, parce que ça peut me permettre de me déplacer dans des lieux de formation un peu éloignés sans avoir à faire des heures et des heures de transport. Yes, ça s'appelle Zoom. Ça a déjà été inventé, Étienne. Joker, Joker. Si on faisait une série Netflix sur ta carrière, quel serait le titre et pourquoi? Itinéraire d'un grand timide. Ah, Parce que je reviens de loin quand même sur ce sujet-là. J'étais vachement timide, réservé, mal dans ma peau. Et hmm, c'est un métier, enfin, c'est notamment un métier, mais il y a d'autres choses, mais il y a plein de choses qui ont fait que, voilà, j'ai pu prendre une autre place dans ma vie. Et je pense que, voilà, je pense on pourrait parler de ça. génial. La pire excuse que tu as entendue pour ne pas participer à une activité. Quelqu'un qui t'a donné la pire excuse pour dire non, je ne participerai pas à cette activité. Mince, ça m'arrive rarement. Si un mec, il y avait un mec dans un couloir à la Sorbonne à Paris. On faisait une formation à la Sorbonne avec des étudiants. Et on était dans un couloir pour faire une activité avec un bâton qu'il fallait descendre, un truc débile, mais tout le monde était en train de se prendre la tête. Puis un type qui passe dans le couloir et je lui dis, Hey, venez jouer avec nous. On a besoin d'un joueur supplémentaire. Le mec nous a regardé, il a dit, c'est con votre truc. Il est parti. Ok, Je sais pas je ne si c'est une participerai excuse, pas. mais j'ai trouvé ça fou. Si ta vie était un jeu de société, quel serait son nom? Oh, le jeu des jeux. Eh ben, ça marche Faut pas complètement. réfléchir, donc j'ai répondu. Non. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Étienne, pour ce moment passé avec toi, où on s'est bien amusé, on s'est bien marré. J'espère Ouais, que c'était vous chouette. aussi, chez vous, quand vous avez entendu ou regardé cet épisode, vous vous êtes bien amusés. Vous qui avez suivi cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, eh bien rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir de lire avec Cornella. Encore merci Étienne pour cet échange. Je t'en prie, Euh, Isabelle. Ouais, c'était et vraiment puis, chouette. Merci beaucoup pour tes questions fines et astucieuses. yes, merci à toi.